Seigneur. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, d'abord, c'est pas de ma faute, ils m'ont mis un lutrin qui me cache le trois quarts de mon être. Mais je dois vous dire que ça m'arrive très souvent dans mon corps. Souvent, je leur dis, donnez-moi une chaise, il n'y a pas grande différence entre assis et debout. Mais ceci dit, je vous dirais qu'il y a 9 mois précisément, j'acceptais l'invitation de mon ami Robert parce que je savais que dans 9 mois après, je serais un des jeunes retraités du Québec. Et donc, je pourrais parler non pas au nom de structure, même au nom du Conseil, mais bien en mon nom personnel. D'abord, j'étais fier du thème de votre congrès, 20 ans de passion. Parce que j'ai vécu, fils de bûcheron, j'ai vu un père. J'ai vu mon père pendant des 60 ans être passionné de la forêt. J'ai adoré également votre slogan pour l'atelier d'hier matin. Connaissance, expérience et excellence. Et je me disais, comment ça se fait que le ministère des Ressources naturelles ne comprend pas ça? On peut avoir la connaissance, mais si on n'a pas l'expérience, comment voulez-vous avoir de l'excellence? Et ça m'a tenté de me lever hier au midi pour le dire. Donc, je voudrais vous féliciter tous d'abord d'entrée de jeu, parce que je n'aurai peut-être pas l'occasion de le refaire. Féliciter ceux qui ont été mis en candidature pour tous vos trophées ou vos nominations. Et vous dire bravo, lâchez pas, la relève est là. Il y a des jeunes que j'ai bien appréciés dans leurs interventions. Et je vous dis surtout, ne lâchez pas. Mon discours semblera peut-être au départ un peu négatif, mais je vous dirai que je finirai sur une note optimiste. Tout d'abord, c'est en toute liberté et en toute indépendance que je viens devant vous essayer de faire l'analyse de la situation, faire un questionnement également auquel vous avez droit, selon moi, d'avoir des réponses. D'entrée de jeu, je vous dirai combien je suis respectueux et admiratif de ceux qui travaillent en forêt. Les Beaucerons diraient que les forestiers, ce sont des patenteux. Moi, je dirais qu'ils sont des inventifs, des gens inventifs, des gens qui cherchent continuellement à améliorer leur situation. Et vous avez inspiré souvent les équipementiers, ça vient souvent de vous. Personne ne le dit, mais moi, je tiens à le dire parce que j'ai vu combien de patentes, si vous me permettez l'expression, d'idées qui sont issues précisément de votre corps de métier. Et je vous dirais que d'abord qu'au Québec, et là je pars, je vais essayer de ne pas trop me grimper dans les rideaux moi-même. Au Québec, quand on veut changer quelque chose, on veut réinventer le monde au complet. On floche le bébé bien souvent avec l'eau du bain. On ne garde même pas ce qui est de bon sur la table ou ce qui est solide. On veut réinventer tout. Ce qui fait qu'on crée toutes sortes d'espoirs pour certains groupes. On vend du rêve, mais on ne vend pas de réalité. Et ça joue des tours à notre société. Ça joue des tours profonds à notre société. Parce que quand on ne garde pas ce qui est bon, qu'on ne garde pas ce qui est solide et qu'on veut réinventer la roue, on débalance même ce qui va bien. Et c'est ça qui me traumatise, moi, d'une certaine façon. Qu'est-ce qui a fait le succès passé, qui a amené des investissements majeurs au Québec, puis qui a fait en sorte qu'on a généré des projets créateurs, générateurs d'emplois? Si ce n'est le système d'approvisionnement qu'on a eu. Pourquoi les compagnies ou des entrepreneurs ou des Québécois ont investi des dizaines de millions de dollars, pour ne pas dire des centaines de millions dans certains cas, si je pense à Kruger, par exemple, un Québécois? Comment il se fait que ces gens-là ont investi? C'est parce qu'on leur a garanti que quotidiennement, il y aurait l'approvisionnement pour faire fructifier leur mise de fonds. Pourquoi remettons fondamentalement en cause ces choses? Vous allez me dire, ils ne mettent pas tout en cause. C'est vrai, on va s'en parler. Mais ça a été la garantie d'approvisionnement qui a été un gage de succès. Qu'est-ce qui a permis de signer des contrats avec Home Depot, par exemple?
avec Rona, avec des grandes firmes américaines et certains avec des firmes européennes, ça a été précisément parce qu'on était sûr que quotidiennement, on aurait la matière première à être transformée. Et ça, on semble l'oublier. Ça n'a pas commencé avec le livre vert, ça n'a pas commencé avec la loi, le démantèlement du régime. Ça a commencé après l'erreur boréale, quand le gouvernement et la commission Coulombe ont procédé à une ponction de 20 % d'approvisionnement. C'est là que ça a commencé. C'est pas d'aujourd'hui. Le malaise est profond depuis plusieurs années maintenant. Et la possibilité forestière entre vous et moi, est-ce qu'on nous la garantit en disant que vous aurez 75 % de ce que vous aviez? C'est totalement faux. Totalement faux. La possibilité forestière, elle n'est pas définie encore. On a beau avoir changé de chef forestier, la loi dit bien que la possibilité forestière sera ajustée selon les principes suivants. Quelle sera la possibilité forestière le jour où on passera de 8 à 12 % des aires protégées? Elle sera de combien à ce moment-là? La possibilité forestière sera de combien quand les EC et les pourvoyeurs auront fait leur liste de demandes au niveau des TABGIR ou au niveau du PAFI? La possibilité forestière sera de combien quand les Autochtones auront exigé la protection des lignes de trappe, des lieux de prière ou d'autres choses? Elle sera de combien? Elle sera diminuée de combien? La possibilité forestière sera de combien lorsque les municipalités hériteront des forêts de proximité qui ont été reboisées par les industries au moment où ils ont construit leurs usines et qui sont à la veille d'être cueillies, non plus par les industries qui ont investi, mais par les municipalités? Quelle sera la possibilité forestière lorsque les villégisateurs s'opposeront à la pollution visuelle de leur camp de chasse ou de pêche? Ils seront interrogés à 4 reprises, nous a-t-on dit, sur la tour de Babylone hier exposée devant vous. 4 consultations. Qu'est-ce qui va arriver au bout de la 4e, lorsque les décisions seront prises? On ne peut pas plaire à tout le monde là, quand on gère. Il y a nécessairement des déçus. Il y a nécessairement des frustrés. Il y aura nécessairement des gens qui vont entreprendre des luttes. Ça ne sera pas fini, mais que la décision soit prise. C'est là que les batailles vont commencer. Parce que fondamentalement, tu as toujours de l'espoir jusqu'à la dernière minute de gagner. Quelles seront les possibilités forestières à ce moment-là? Moi, je suis profondément inquiet. Je suis profondément inquiet parce qu'on dirait qu'à vendre du rêve, on pense de faire plaisir à tout le monde. On peut faire plaisir à tout le monde jusqu'à la décision ultime, mais c'est pas vrai qu'on peut faire plaisir ultimement à tout le monde quand on a à gérer une ressource naturelle puis au profit des citoyens du Québec. Je vous avoue, je fais une parenthèse ici, on dirait qu'on gouverne comme des golfeurs. On se mouille le doigt, on regarde d'où vient le vent, on prend des décisions en fonction du vent. Et non pas en fonction d'un projet de société, en fonction d'un projet de développement. Le développement d'une ressource naturelle, c'est pas au profit exclusivement de ceux qui investissent de l'argent dans de l'équipement ou dans des bâtisses. Le développement d'une ressource naturelle, c'est au profit d'une collectivité, ça. Parce qu'il crée des emplois, il se paye des impôts, et puis vous verrez à la fin, je finirai sur une note un peu plus... peut-être agressive, mais beaucoup plus franche en parlant de ça sur le sujet. Pensez-vous qu'on a investi massivement au Québec pour des rendements soutenus en compensation de cette baisse de possibilités forestières? Avez-vous vu des programmes d'investissement massifs pour dire, bien, si on réduit les surfaces, on va investir pour que le rendement soit plus fort dans les plates-bandes où on permettra les récoltes? Il n'y a rien. Même les travaux sylvicoles ont diminué au niveau des millions qu'on investissait.
Donc, on marche à l'envers. Ça devrait aller de pair, ça. On devrait au moins investir dans le rendement soutenu si on diminue les droits de coupe ou les possibilités de coupe. Est-ce qu'on a pris une décision sur le fait de récolter, par exemple, en priorité la forêt surannée ou la forêt mature? Au Québec, il y en a peut-être qui ne le savent pas ici, mais notre forêt est surannée à 54 %. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a 54 % de notre forêt que s'il n'est pas cueilli, les arbres vont tomber. De leur belle mort, comme on dit. Pourquoi, en compensation des situations peut-être difficiles à définir, donne-t-on pas la priorité dans les forêts surannées au profit, non pas seulement des entreprises, au profit des citoyens du Québec, de l'économie du Québec? Pourquoi n'a-t-on pas pensé à ce genre de formule? Pourtant, ça a été dit à plusieurs reprises par l'ensemble des organismes. A-t-on prévu comment régler les guerres de clochers par la loi qui est déposée? C'est rendu qu'il y a des paroisses, une à côté de l'autre, qui ne s'unissent même pas pour présenter un projet alternatif. Qu'une MRC à l'autre, on se chicane. Pourtant, il pourrait y avoir des investissements dans un milieu. Des découpages ancestraux, là. Dans l'économie, ça n'existe pas, ça. L'économie se mondialise. Est-ce qu'on va penser arrêter ces guerres de clochers-là ou si on va donner des suçons? Oh, toi, je n'ai pas de projet, je vais te donner la forêt de proximité. On sait que certains maires, je les respecte beaucoup, mais il y en a qui ont des beaux-frères, qui ont des cousins. Quel type de couple qu'ils vont faire? Vont-ils donner l'ouvrage aux professionnels de la récolte? Ou s'ils vont confier ça à des petits amis, ouais, du système, là? C'est ça qu'il faut faire. Il faut penser à ces choses-là. Et à mon point de vue, on ne sait pas où on s'en va. On n'est pas visionnaire. On se contente d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Vous savez pourquoi je suis effrayé un peu? Parce que j'ai vécu des situations tout à fait aberrantes. En Mauricie, il y a à peine quelques années, un propriétaire d'une trail, ce qu'on appelle une trail de chiens à traîneau, là, a réussi à arrêter les coupes. Pas des maudites farces. Une entreprise avait le contrat, avait le droit d'exploiter, mais pour sauvegarder une piste de chiens, de traîneau à chiens. On a arrêté toute une coupe, on a arrêté des travailleurs, on a arrêté une industrie. Si on n'est pas capable de se tenir debout, si on n'a pas de colonne vertébrale, comment voulez-vous qu'on puisse espérer quelque chose de solide, quelque chose de dynamique, quelque chose qui se tient debout, quelque chose qui respecte les droits de l'économie? Je vous disais tantôt que personnellement, je ne crois pas, même si on pense qu'en avril 2013, les problèmes vont tout être réglés. Le PAFI puis tout l'ensemble des cycles que vous avez vus, là, ça va être réglé. Le jour où ça va être connu, si on ne répond pas aux aspirations des Autochtones, qu'est-ce qui va arriver? Si on n'a pas répondu aux aspirations des pourvoyeurs ou des EC, si on n'a pas répondu aux aspirations des environnementalistes, s'ils sont capables d'aller se pendre après un bateau pour empêcher la pâte de Sefcopote de partir, pensez-vous qu'ils ne sont pas capables de venir bloquer un chemin forestier? Moi, je pense qu'il faut arrêter de semer du rêve puis de l'espoir inutilement. Il faut être capable de dire les choses. D'abord, êtes-vous pour ou contre une industrie forestière? Première question. Si je suis pour, dis-nous les plates-bandes, définis-les les plates-bandes de récolte. Puis dis-nous les règles. Puis après ça, laisse-nous opérer comme du monde, conformément aux règles. Puis si on ne fait pas l'affaire, poursuis-nous. Je l'ai fait comme ministre des Ressources naturelles. J'ai poursuivi une entreprise québécoise qui abusait pour 250 000 $. Il n'y en a peut-être pas gros qui ont fait ça, mais je l'ai fait. Puis malgré tout, quand je suis tombé PDG du Conseil de l'industrie forestière, j'ai été le chercher, puis je l'ai convaincu d'être membre du CIFQ. Il avait voté contre moi. Puis il est rentré. Pourquoi? Parce qu'il a vu que des règles qui sont édictées, on doit les faire respecter. On doit marcher correctement. Dans la loi de 2013, hier, je vous avoue que ça m'a fait sauter. Je suis venu à bout de me retenir parce que mon ami Robert m'a dit « Aurais-tu des questions, mon Guy? » Il aurait donc voulu que j'embarque. Il aurait voulu que je fasse une petite montée de lait, là.
Mais je me suis retenu. Mais j'étais en furie. Parce qu'on ne vient pas dire à des entreprises comme vous autres, on ne vient pas mentir. Même si c'est de bonne foi. Si on ne sait pas, qu'on ne le dise pas. À la question, allez-vous continuer sur le 25 % à travailler? C'est pas vrai que vous aurez un passé historique. Je m'excuse. Me demandez même à l'ATESQ qui est là, le président. C'est seuls les aménagistes qui auront le droit à un passé historique pour les travaux sylvicoles. Mais pas les entreprises. Ça ne tiendrait pas debout non plus. Si c'est un Ontarien qui a bidé pour obtenir 15 000 mètres cubes, par exemple, puis qui arrive avec ses travailleurs, il a le droit. Il a acheté un droit. Ils n'ont pas pensé à ça, là, avant. Hier, il vous a dit que vous auriez un passé historique. Bien, vous allez peut-être vous battre avec ceux qui viennent, mais ça ne vous donnera pas des droits, ça. Ça ne vous donnera pas des droits, c'est pas vrai, ça. Et ça serait contraire aux lois même existantes. Donc, ça ne se fait pas, ça. J'aurais embarqué sur bien des sujets hier. Mais on ne pourra jamais vous prouver et me prouver que la possibilité forestière pourra demeurer stable. C'est impossible. On ne pourra pas faire la preuve. Surtout quand on gouverne comme des golfeurs. Parce que le jour où on va dire « ça prend un air protégé là », ça prend un parc régional là, ça prend, je sais pas moi, un exemple ou un projet de gestion écosystémique sur le réchauffement de la planète. C'est comme si Québec allait sauver la planète. Mais même si on est un des 2 continents sur les 5 qui a la forêt ne recule pas, elle avance, elle progresse. C'est l'Europe puis l'Amérique. Si on veut se pendre après des bateaux puis lutter contre le réchauffement de la planète, là, qu'on aille en Afrique, qu'on aille en Océanie, qu'on aille en Asie. Mais l'Amérique et l'Europe, la forêt progresse. Elle ne progresse pas à un rythme fou, mais elle progresse à des fois à raison de 1 % par année. Puis sur le temps qu'on récolte du bois présentement, elle doit augmenter pas mal plus. Parce qu'on coupe à peine 50, 60 % de la possibilité autorisée. Donc, c'est toujours de la bouillie pour des chats. On essaie de nous endormir. Et moi, je ne crois plus à ça. Comment peut-on affirmer qu'il va y avoir une consolidation dans l'industrie maintenant? Je me rappelle comment les 2 ministres m'ont fait croire que la crise avait une chose de bonne. Elle va éliminer un des joueurs, puis ceux qui vont rester vont avoir beaucoup plus de bois pour venir à bout d'opérer puis d'être rentable. Ils m'ont dit ça, je ne sais pas combien de fois. Qu'est-ce qu'on s'est fait dire hier? Écoutez, dans le 25 % là, il va permettre à d'autres joueurs de venir. Il y en avait trop. Puis là, ils veulent en recréer. Puis la crise au niveau des scieries, je m'excuse, elle n'a fermé. Mais c'est pas fermé définitivement, ça. Il y en a qui ont fermé définitivement. Mais il y a une grande majorité qui ont mis à clé temporairement puis qui attendent juste la reprise des activités économiques. Arrêtons d'être naïfs. On ne me bourrera pas, moi de même, en tout cas. Parce que je le sais, il y en a combien de sieurs qui sont venus me dire si ça pouvait décoller un peu, je repartirais. Bien, je repartirais. Puis surtout, si dorénavant, il y en a d'autres qui peuvent acheter des lots, puis avez-vous remarqué qu'ils ont dit que les lots seraient petits? Vous allez en avoir un paquet là, de chaudrons qu'ils appellent, là, qui vont se promener même avec des scieries ambulantes, puis ils vont scier le 10 000 mètres cubes ici, puis ici et là. Puis ils nuiront justement à la consolidation réelle de l'industrie forestière. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Puis je le dis du mieux que je peux. Est-ce qu'on a parlé, dans cette réforme, de la possibilité, par exemple, d'aider les groupes face au sous-financement présentement? Moi, je suis très sensible au fait des difficultés financières de financement des entreprises. Les institutions financières, pour des raisons sans doute valables, ne veulent plus nécessairement prêter à l'industrie. Autant à la vôtre, à vous autres comme groupe, qu'à des scieries ou à des sieurs, ou même le mouvement des jardins qui se faisait le champion du soutien des petites entreprises dans les villages, ne subventionne plus les gens. Parce que la situation perdure depuis 5 à 10 ans, quasiment, et puis les capacités d'emprunt par rapport aux capacités de payer, ils ne sont plus là. Il nous faut un programme de garantie de prêt par l'État qui permettrait justement de changer d'équipement,
Le gouvernement provincial va vous répondre, écoutez, j'ai mis 25 millions sur la table. Robert Dion a demandé ça, Guy Chevrette avait demandé ça. On vous a donné 25 millions. Oui, mais ils ont mis les critères tellement quétaines qu'il y a à peu près 800 000 $ qui ont été utilisés. Ça, je pourrais annoncer 1 milliard à ce compte-là. Rien qu'à m'arranger pour qu'il n'y ait pas un maudit qui peut s'appliquer. C'est ça qui arrive, c'est des shows de boucan, ça. Des annonces, des pétages de bretelles, et il n'y a absolument pas de concret et d'aide de soutien. Ce matin, par contre, on a rencontré M. Lebel, au moins plusieurs d'entre nous. On lui a dit que le mouvement, l'APMFQ, a besoin d'un soutien financier. Il y a des jeunes qui veulent partir en affaires. Il y a une relève qui se prépare. Il y a des industries qui changeraient d'équipement pour être plus rentables au moment où la reprise va arriver. De mettre un programme. Il nous a écoutés. Il nous a écoutés religieusement. J'espère que c'est vrai. Et j'espère aussi qu'il va réussir à le vendre à son gouvernement si jamais il est réélu. Puis on se reprendra avec l'autre s'il y en a un autre d'élu. Moi, je pense sincèrement, face à tout ça, qu'on va s'en sortir pareil. Je suis convaincu que le GBS, le gros bon sens, va gagner. On va sûrement piétiner encore quelques mois. Mais c'est pas vrai que ça va continuer comme c'est parti. C'est pas vrai que le pendule va continuer à aller où il s'en va. C'est pas vrai que la parole va être exclusivement à ceux qui contestent tout développement. C'est pas vrai, ça. Ça peut pas durer dans une société. Chaque matin, quand tu rouvres le journal, chaque jour, vous l'aurez remarqué autant que moi, il manque de l'argent en santé. Il manque de l'argent dans les garderies. Il manque d'argent dans les transports. Il manque d'argent en éducation. Il manque d'argent en culture. Il manque d'argent dans le loisir. Il manque d'argent en environnement. Il manque de l'argent partout. Ça ne s'imprime pas, ça. Bien, ça s'imprime en autant que tu as des valeurs pour correspondre à l'argent. Mais c'est pas... On ne joue pas au Monopoly, là, ici, là. Il y a un sérieux problème parce que ces gens-là qui réclament chaque jour tout ça sont les mêmes qui s'objectent à toute coupe de bois, sont les mêmes qui demandent des aires protégées à grandeur du Québec, sont les mêmes qui sont contre les gaz de schiste, sont les mêmes qui sont contre l'uranium, sont les mêmes qui sont contre les barrages hydroélectriques, ils sont contre les éoliennes parce que ça fait du bruit, parce qu'un moineau peut mourir. Ils sont contre à peu près tout. Ils comptent à peu près tout. Mais par contre, ils veulent de l'argent dans les services. Ça ne peut pas durer comme société intelligente, ça. À un moment donné, le gros bon sens va dire « minute, papillon, c'est assez ». Ils vont s'enlever un chef en quelque part, puis ils vont dire « écoutez, moi, je présente aux Québécois le programme suivant. Je veux qu'on exploite nos ressources naturelles de façon correcte, de façon raisonnable, en fonction du développement durable. Puis on va leur définir ce que c'est que le développement durable. Le développement durable, c'est 3 dimensions qu'il y a dedans. C'est bien sûr le respect de l'environnement, mais c'est marqué aussi, la définition du développement durable de l'ONU, c'est après ça, c'est l'humain, la 2e dimension. Puis la 3e dimension, c'est vulgaire, mais c'est l'économique. Et c'est un équilibre entre les 3. Avoir une économie pour faire vivre l'humain dans un contexte environnemental respectueux. C'est ça, le développement durable. C'est pas une chapelle ardente où tu t'auto-congratules exclusivement sur un élément du développement durable. Je pense que ça a assez duré, puis ça va prendre nécessairement une équipe politique, quelle que soit sa couleur, qui présente un projet de même à la société. Le Québec, c'est une des parties du monde, présentement, les mieux placées sur la planète. Il se prépare à grandeur de la planète, et vous le savez, plusieurs d'entre vous, une crise énergétique épouvantable. La Chine, un des pays en émergence, là, avec 1,5 milliard de Chinois, ils en ont besoin d'énergie. L'Inde, qui n'a pas encore trop grouillé, mais a 1 milliard de population. Vous irez voir la demande énergétique qu'ils ont. Nous, on pourrait en vendre de l'énergie à la grandeur de la planète. On a de l'eau à mort. On a du vent. Écoutez, le Grand Nord, là, on n'a pas besoin de mettre ça dans le cours d'un citoyen, l'éolienne.
Allez voir la taïga puis la toundra là, dans le nord. Là. Puis s'ils vantent, tiens ta tuque. Puis on pourra en installer des éoliennes à la tonne. On a une forêt qui se renouvelle très, très bien. On pourrait faire de l'éthanol avec notre bois. C'est vrai qu'il va falloir changer nos produits, ça c'est clair. Mais de grâce, laissons-nous exploiter une ressource naturelle renouvelable. On les a. Puis on a aussi des richesses de sous-sol. Faut pas déranger la queue d'une baleine. Faut faire attention à la grenouillère. Mais ça, les humains, on n'en parle jamais. Moi, j'ai hâte qu'il se lève ce genre de leader, qui nous propose un projet de société qui tienne la route. Et on dira un peu, assez les folies. Faudra faire attention pour ne pas verser dans un excès contraire, par contre. Moi, un flyer de gauche ou un flyer de droite, pour moi, c'est 2 flyers. Et je pense qu'il faut avoir le gros bon sens, le réel, le centre, la réalité du monde. Et si on bâtit selon cette fierté-là que nous avons, selon cette volonté-là qu'on veut redresser, je suis persuadé que le Québec, on pourrait dire que ce sera mieux que la petite Suisse qu'on a toujours rêvé être. On est bien mieux que ça parce que nous, on a les richesses naturelles. On a du gaz naturel, toutes les mains vers des Albertains. On a du pétrole à l'île d'Anticosti. Il ne faut pas y toucher. Il va falloir qu'à un moment donné, on se regarde et qu'on dise oui, on doit faire ça respectueux de l'environnement, mais on va commencer, avant de faire vivre la grenouille, que l'on mange allègrement dans nos assiettes au restaurant à un prix très fort. On va peut-être penser à nourrir les humains, à lui donner de la chance de travailler, puis la chance de prospérer. Je vous remercie.